Les soldats russes fuient le front, car Vladimir Poutine n'a pas su ou voulu leur fournir l'armement et le soutien nécessaires pour consolider leurs gains des 48 dernières heures. Vous voyez, Vladimir Poutine voulait aller à cette réunion avec Donald Trump qui aura lieu demain. Et il voulait montrer à Trump que les soldats russes prennent le contrôle de Donetsk. Et c'est pourquoi Trump devrait faire pression sur Volodymyr Zelensky pour qu'il abandonne toute la région. Pour ce faire, il a envoyé des centaines et des centaines de soldats à moto comme chair à canon. Leur but unique était de gagner du terrain sans pouvoir le garder. Devinez quoi? Moins de 24 heures après la progression russe, les renforts ukrainiens les ont anéantis. Et c'est maintenant une énorme humiliation pour la Russie et Poutine. Commençons l'histoire depuis le début. La raison pour laquelle tout cela a été possible, c'est parce que les lignes ukrainiennes sont extrêmement fines. L'Ukraine peine à doter correctement ses lignes de front en personnel. Cela a été reconnu par les commandants ukrainiens sur le front. Voyez par vous-même. Une frappe aérienne a visé une équipe de drones ukrainienne. Nous faisons face à une grave pénurie de personnel avec très peu de nouveaux soldats et un manque important de troupes. Beaucoup de monde, mais personne ne veut se battre. Sur leurs écrans, un soldat russe isolé est touché par une grenade de drone, mais il survit et tire sur le suivant, jetant son casque alors qu'il s'élance. Il survit, mais une autre grenade l'effleure. Il enlève son armure et agite une pelle. Souffrance implacable pour tous dans l'isolement. Tout le monde s'est déjà levé, tout le monde s'est levé à cause de cette guerre. Je crois aussi que d'autres pays se sont levés pour nous aider. Il faut déjà mettre fin à cette guerre, ce serait ma meilleure décision. Moscou le veut aussi, mais sa façon de finir est encore plus laide. La Russie a profité de la pénurie à Procrast pour lancer une grande offensive. Mais avant d'entrer dans les détails de cette offensive, je vous rappelle simplement que beaucoup d'actualités sur l'Ukraine sont fortement dévalorisées par des bots russes, car ils ne veulent pas que le public découvre à quel point l'armée russe échoue sur les lignes de front. Vos likes et abonnements nous aident beaucoup. Alors, si vous pouvez prendre une seconde pour cliquer sur les boutons « J'aime » et s'abonner juste en dessous, commençons. Nous avons reçu ce rapport il y a 48 heures, la percée russe est confirmée. La ligne du Donbass ukrainienne a été contournée à son point faible. Des assauts russes avancent derrière les lignes ukrainiennes. Ils peuvent aller à l'ouest menacer Doroprila ou continuer au nord et mettre Kramatorsk en danger. Capture d'écran de la carte Deep State qui a confirmé les rumeurs en premier. La situation n'était pas seulement mauvaise, elle était catastrophique. Les forces russes ont récemment utilisé des centaines de motos pour avancer lentement derrière les troupes ukrainiennes. Ils avancent vite derrière les lignes, installent des positions et attendent du renfort. C'est rapide et efficace. Maintenant, il est important de souligner avant de continuer, ces renforts des forces de Poutine ne sont jamais réellement arrivés, et c'est pour cela que cette opération a échoué aussi lamentablement. Bref, continuons avec le rapport. Voici ce qui est réellement arrivé à ces gars-là. Ils sont tous morts. Des milliers, voire des dizaines de milliers, ont été tués, surtout par drone. Mais lorsqu'il n'y a plus de drones derrière la ligne pour les arrêter, ils gagnent du terrain. Sur le papier, les brigades ukrainiennes sont censées être là, mais ce ne sont que des brigades de papier. De nombreux soldats désertent, beaucoup sont morts ou blessés, et le recrutement échoue, créant de grandes lacunes partout. Seules les équipes de drones parviennent à tuer davantage de Russes. C'est la 4e ou 5e percée depuis le début de la guerre de position. C'est de loin l'une des plus grandes, avec environ 20 km ou 13 miles gagnés en seulement une semaine. C'était préoccupant, mais il y avait une différence entre la possibilité que la Russie consolide ses gains et la réalité. Il s'agissait plutôt d'un raid que d'une véritable percée, car les percées nécessitent des chars, des véhicules de combat d'infanterie pour la puissance de feu, des communications radio, ainsi que des camions pour transporter la nourriture, le carburant et les munitions. Ils attendaient des renforts, mais ces soldats russes ne les ont jamais reçus. Mais ce qui s'est passé, ce sont les équipes de drones ukrainiennes, et ce n'était pas une bonne nouvelle pour ces soldats russes à moto.
Un blogueur militaire ukrainien du front, Démon de Makhbout, rapporte que les forces ukrainiennes, grâce à des contre-attaques réussies, ont réussi à détruire les groupes russes qui avaient avancé dans la zone et à les repousser. L'avancée ukrainienne se poursuit. En plus de cela, il ne s'agissait pas seulement du fait que l'Ukraine ait réussi à les repousser. Ils ont même réussi à capturer certains d'entre eux qui se sont rendus parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Voici le message de ces soldats russes à leurs camarades, combattants dans la région. Écoutons-les. Je suis Yefim Ivanovitch, 28 ans, originaire de Svobodny. Je m'appelle Alexei Sergeyevitch Petrov, j'ai 28 ans et je viens de Briansk. Je sers dans la 132e brigade de fusiliers motorisés des forces armées russes. J'ai été mobilisé en septembre 2024 et envoyé au front dans la région de Donetsk. Sous-titre réalisé par Dima Torzok. Des soldats ukrainiens m'ont capturé près de Pokrovsk lors d'un assaut. Je suis traité selon les conventions de Genève, avec aide médicale et nourriture. J'invite mes camarades à se rendre pour préserver leur vie. Sous-titre Dima Torzok. Maintenant, nous avons quelques extraits du président Trump qui a fait beaucoup de commentaires sur sa prochaine rencontre avec Vladimir Poutine. Écoutons. Vous savez, je vais voir Poutine. Je vais en Russie vendredi. Je n'aime pas être ici à parler de combien cette capitale autrefois magnifique était dangereuse, sale et dégoûtante. Ce n'est tout simplement pas vrai. La réunion a lieu en Alaska, qui faisait autrefois partie de la Russie. Et un autre aspect intéressant, c'est que les Russes aiment toujours se vanter du fait que l'Alaska faisait autrefois partie de la Russie. Ils ont encore beaucoup d'héritage russe. Lorsque le tsar russe a vendu l'Alaska, vous savez que le contrat de vente n'était en fait pas rédigé en russe. Il était en anglais pour les États-Unis. Mais du côté russe, le contrat était en français parce que le tsar ne considérait pas le russe comme une langue aristocratique. Il voyait le russe comme paysan, alors il avait le contrat en français. Intéressant pour les Russes qui aiment se vanter de l'Alaska. Mais la réunion, oui, la réunion aura lieu en Alaska le vendredi 15 août. Donc nous serons en direct, nous suivons. Voici une correction pour Trump. C'était une erreur parce qu'au début, beaucoup de gens pensaient. Parce que Trump a fait ce commentaire 2 fois où il disait « Je vais en Russie pour rencontrer Poutine ». Et tout le monde se disait « Peut-être que le lieu de la rencontre a changé, ce qui serait surprenant ». Le président américain ne devrait pas visiter un pays qui en envahit un autre, surtout s'il est allié des États-Unis. Donc tout le monde était choqué. Mais on a appris plus tard que c'était juste une erreur. Il voulait dire qu'il allait en Alaska. Je ne sais pas pourquoi il a dit la Russie. C'est une erreur très stupide, incroyable qu'un président américain l'ait faite. Les Américains n'avaient rien à voir avec un gouvernement qui opprime son peuple, réduit la dissidence, mène des guerres de conquête et craint la liberté qui définit l'Amérique. Poutine n'a rien en commun avec les États-Unis, tout comme l'Alaska avec la Russie. Passons à d'autres commentaires faits par Trump lors de cette conférence de presse. Donc, je vais entrer pour parler à Vladimir Poutine et je vais lui dire qu'il faut mettre fin à cette guerre. Il faut y mettre fin. Il ne m'aurait pas causé de problème. Cette guerre n'aurait jamais eu lieu. On en a parlé une fois, puis plus jamais. Est-ce que ça n'a jamais eu lieu? On m'a demandé mon avis sur le tarif de 50% des États-Unis contre la Russie. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'on aurait dû mettre à exécution toutes les menaces qu'on a faites. Il fallait taxer davantage la Chine, la Turquie, le Brésil et les acheteurs de pétrole russe. Ainsi, on dispose d'un levier en entrant dans la négociation. Je pense qu'en ce moment, on entre dans cette négociation, et l'Ukraine n'a vraiment plus de pouvoir par rapport à ce qu'elle avait il y a seulement quelques mois. C'est comme si on avait fait une menace, mais qu'on ne l'avait pas mise à exécution. Cela ne ressemble pas à une négociation menée en position de force. Très bien. Extrait suivant, il parle de la façon dont se sont déroulées les premières heures de l'invasion, lorsque Poutine a lancé son opération militaire spéciale de 3 jours. Trump rejette vraiment la faute sur la Russie pour avoir simplement choisi la mauvaise tactique, sans donner aucun crédit à l'Ukraine ni à Zelensky qui a décidé de rester tout du long. Les dirigeants occidentaux lui demandèrent de partir car même leurs experts militaires doutèrent que Zelensky survive face à la puissance russe. Devinez quoi ? Tout le monde, nous compris, s'est trompé. Personne ne pensait que la Russie serait si mauvaise. Un certain commandant aurait fait mieux. Vous savez, ils auraient été à Kiev en 4 heures en descendant l'autoroute.
Un général russe a préféré traverser les terres agricoles. C'est faux. Voici un extrait de l'Invasion de 2022. Ils passent par l'autoroute. Ils tentèrent d'atteindre Kiev, mais les soldats ukrainiens les ont stoppés. C'était de l'incompétence russe, typique de l'organisation militaire soviétique de la Russie. Mais les Ukrainiens ont fait un excellent travail pour s'assurer que la Russie n'obtienne pas ce qu'elle veut. Nitro Yaoudarfou. Nitro, ici Oudar. Je t'écoute. Le 6e régiment a presque été détruit. Quoi? Je ne peux pas encore faire de rapport sur le 6e régiment, beaucoup de pertes pendant le rassemblement. Il m'attendait. Je ne comprends pas ce qu'il dit. J'espère que ça ne risque pas de faire fermer la chaîne YouTube. Une autre question soulevée par le président Trump concernait Viktor Orban, le président hongrois, toujours très pro-russe. Il dit que l'Ukraine devrait abandonner et ne pas impliquer l'Europe dans la guerre. Je suis certain que vous vous souvenez. L'Ukraine n'a pas déclenché cette guerre, elle se bat pour survivre. Poutine a lancé l'invasion. Ce n'était pas le choix des Ukrainiens d'être impliqués dans la guerre. C'était le choix de Poutine. Beaucoup oublient cela, même le président Trump, qui semble écouter Viktor Orban. J'ai posé une question à un homme très intelligent, apprécié ou non selon les gens. Viktor Orban de Hongrie, non? Le chef de la Hongrie. Et il est dans cette même région et connaît très bien les deux pays. J'ai dit, c'était avant Biden. Il n'a rien fait pour nous en sortir. Il aurait pu nous sortir de l'eau. Ça ne serait jamais arrivé. J'ai dit, alors, est-ce que la Russie peut être battue par l'Ukraine? Il m'a regardé comme si la question était stupide. Il a dit, la Russie est un pays immense et ils gagnent leur pays et leur vie à travers les guerres. Ils font la guerre. Il a dit, la Chine vous bat par le commerce, la Russie par la guerre. Déclaration intéressante. Encore une fois, je ne suis pas du tout d'accord parce que personne n'envahit la Russie. C'est la Russie qui a commencé cette invasion et ils pourraient simplement l'arrêter. Ils peuvent repartir. C'est très différent parce que la Russie aime se vanter d'avoir arrêté Napoléon. Ils ont arrêté Hitler. Dans ces deux cas, la Russie, envahie, se défendait. Défendre est plus facile. Elle a payé un lourd tribut. Je ne minimise pas le rôle de la Russie contre Hitler. 20 millions de Russes sont morts. De nombreuses armes russes venaient des États-Unis. Sans elles, la Russie n'aurait pas gagné la Seconde Guerre mondiale. Ils oublient cela très commodément. Hier, j'ai aussi enregistré un podcast avec Constantin de Trégniométrie. Et il a ça, il partage beaucoup plus d'informations sur la Russie. Il comprend la Russie bien mieux que la plupart des gens sur YouTube, y compris moi. Il dit qu'en Russie, évoquer la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1941 est tabou, car il refuse à Kiev d'admettre l'alliance de Staline avec Hitler. Il taise ce que faisait Hitler aux Juifs, alors que Staline a agi de même envers les Russes en Union soviétique. Staline a tué bien plus que la plupart des dictateurs. Il semble même illégal d'en parler désormais. Il refuse d'en parler. Pour la Russie, la Seconde Guerre mondiale débute en 1941 avec l'invasion d'Hitler. Avant, pour la Russie, ce n'était pas la Seconde Guerre mondiale. Trump en parle lors de la prochaine réunion. Il tentera d'organiser une rencontre entre Poutine et Zelensky. Il a dit ça. Attendons, car tous tentent de pousser Poutine à parler à Zelensky. Poutine craint d'affronter Zelensky tout en tuant des Ukrainiens innocents. En parlant de Zelensky, la prochaine réunion sera avec Zelensky et Poutine ou Zelensky, Poutine et moi. Je serai présent si besoin, mais je souhaite organiser une rencontre entre les deux dirigeants. Nous avons fait beaucoup de déclarations publiques. Puis la Russie dit « Hey, nous n'allons pas accepter cela. » Et nous abandonnons simplement. Au début, la réunion devait réunir Trump, Zelensky et Poutine. Mais la Russie a précisé ne jamais l'avoir accepté. Et les États-Unis ont simplement abandonné. On s'est dit « D'accord, ce sera juste Trump et Poutine. » Et je comprends que la diplomatie est difficile. Mon principal problème, c'est qu'on menace et donne un ultimatum sans jamais aller jusqu'au bout. Ça veut simplement dire qu'on entre dans cette négociation sans rien qui montre notre puissance. Même si c'est un pouvoir, nous sommes une nation puissante. Nous n'utilisons pas ce pouvoir pour mettre la pression sur la Russie. Ils en ont besoin, mais je veux organiser une rencontre entre les dirigeants. J'étais un peu dérangé par le fait que Zelensky disait « Eh bien, je dois obtenir l'approbation constitutionnelle ». Je veux dire, il a l'autorisation de faire la guerre et de tuer tout le monde, mais il a besoin d'une approbation pour procéder à un échange de territoire parce qu'il va y avoir des échanges de terres.
Je le sais par la Russie et par des conversations avec tout le monde. Pour le bien de l'Ukraine, des bonnes choses, pas des mauvaises, aussi quelques mauvaises choses pour les deux. Il y a du bon et du mauvais, mais c'est complexe car les lignes sont très irrégulières. Il y aura des échanges et des changements de territoire. Et le mot qu'ils vont utiliser, c'est, vous savez, ils font des changements. Et nous allons changer les lignes de front. Maintenant, ici nous avons le général Keane. Il a été très bon pour analyser cela. Toute cette guerre depuis qu'elle a commencé. J'ai beaucoup appris de lui. Et hier, il a fait des commentaires intéressants sur ce que Poutine veut vraiment. Et nous savons ce qu'il veut vraiment. Au début, nous avons vu que Poutine voulait les 4 régions, y compris la Crimée, la 5e. Il voulait tout cela. Lors des négociations, Steve Witkoff a déclaré dès le premier jour « Et Poutine veut un compromis. Il veut seulement Donetsk et Luhansk, pas les 2 autres régions. En fait, il les rendra à l'Ukraine si l'Ukraine cède les 2 régions dans leur intégralité à la Russie. » Il s'est avéré que ce n'était pas vrai. Il y a eu un malentendu. Je ne sais pas s'il y a eu un malentendu. Je crois que c'est Poutine qui a dit quelque chose à Witkoff en privé, puis l'a nié. Poutine souhaite désormais que l'Ukraine cède les 4 régions avant de stopper son invasion. En gros, ce que dit Poutine, c'est « Eh, si vous vous rendez, nous aurons la paix. » Et apparemment, les États-Unis n'ont aucun problème avec ça. Pour l'instant, voyons comment la réunion va se dérouler. Je sais que je ne veux pas trop critiquer avant de voir réellement les résultats du sommet. Je m'en rends compte. Mais vous avez entendu certains commentaires du président Trump. Il semble mal informé sur l'origine de la guerre et les raisons du recul de la Russie. En 2022, la Russie contrôlait bien plus de territoires qu'actuellement. Contrairement à ce que dit Poutine, il a abandonné ces territoires pour obtenir la paix. Parce que si c'était le cas, nous aurions déjà un accord de paix. L'Ukraine a accepté un cessez-le-feu inconditionnel depuis 4 ou 5 mois maintenant. La Russie impose toujours des conditions. Écoutons Jack Keane. Il détaille comment ces négociations pourraient se passer. Et la partie restante de Luhansk, soit 2%. Mais lorsque vous regardez l'oblast de Donetsk, à l'intérieur, dans la partie que Poutine veut, se trouve ce qu'on appelle la ceinture fortifiée. 5 villes ukrainiennes fortifiées sur 80 km le long de la route 20 que Poutine ne parvient pas à prendre depuis 2014 et ces 2 dernières années. Pourquoi veut-il cela? S'il prend ce territoire, il accède à un terrain ouvert, impossible à défendre, menant directement à Kharkiv, la 2e ville d'Ukraine. Donc si Poutine pouvait obtenir cela de manière conciliante, sans avoir à se battre pour l'obtenir, il irait vers un cessez-le-feu. Vous savez, il va violer un cessez-le-feu. Il les a toujours violés par le passé. Il serait aussi mieux placé pour s'emparer de certains territoires en Ukraine. C'est donc ça le problème. Maintenant, la nouvelle intéressante que nous allons aborder dans un instant. Après que Steve Witkoff ait reçu la nouvelle sur ce que Poutine veut pour un cessez-le-feu. Le vice-président Jared Vance, et je ne sais pas qui d'autre. Mais je sais qu'il y avait beaucoup plus de personnes lors de l'appel. Un sommet s'est tenu au Royaume-Uni avec le ministre britannique des Affaires étrangères et une délégation ukrainienne. L'Europe soutenait l'Ukraine. L'Europe a présenté une contre-proposition que les États-Unis soumettront à la Russie lors de la rencontre avec Poutine vendredi. Attendons de voir. Nous ignorons la nature de cette contre-proposition. Nous le découvrirons. Mais une chose sur laquelle les États-Unis sont catégoriques, c'est que lors du sommet de vendredi, les États-Unis ne devraient absolument pas discuter d'un quelconque échange territorial. L'objectif est d'obtenir un cessez-le-feu, puis des négociations directes entre les 2 parties. Poutine et Zelensky négocieront directement les échanges et transferts. C'est ce que l'Europe préconise. Obtenons simplement un cessez-le-feu, puis les 2 parties pourront négocier quand elles ne se tirent plus dessus. Maintenant, d'un point de vue purement militaire, c'est quelque chose que j'ai appris de Chuck Farr et bien sûr du général Ben Hodges qui intervient souvent sur la chaîne. La raison pour laquelle la Russie ne veut pas de cessez-le-feu, c'est la façon dont elle le voit. S'il n'y a pas de combat en cours, cela donne plus de temps à l'Ukraine pour renforcer ses lignes défensives. Pour la Russie, avancer devient plus difficile et le cessez-le-feu profite à l'Ukraine. Donc, la Russie veut négocier pendant que les combats continuent. L'Ukraine veut négocier lorsque les combats se sont arrêtés. Voilà le point de vue militaire des 2 camps. Poursuivons avec d'autres extraits de Jack Keane.
J'ai appris la semaine dernière que, selon la constitution ukrainienne, Zelensky ne peut pas céder de territoire sans l'accord de la Rada, son parlement, Bill. Il doit ensuite obtenir un référendum national pour avancer. Notre constitution empêche aussi le président de faire cela sans l'approbation du Congrès. Ce n'est donc pas surprenant. Beaucoup d'entre nous ne le savaient tout simplement pas. D'accord, c'est détaillé. Oui, c'est très intéressant. Merci. Voici la réunion mentionnée avec James David Vance au Royaume-Uni, où il a vu le ministre des Affaires étrangères. Une délégation d'Ukraine était également présente. Ils ont évoqué une contre-proposition que les États-Unis soumettront à la Russie vendredi. Une chose qui va être intéressante, c'est que la Russie a déjà envoyé beaucoup de personnes qui vont brandir le drapeau russe pour soutenir Poutine à son arrivée. Alors voyons combien de drapeaux nous avons pour l'Ukraine contre la Russie. Ça va être une journée intéressante. Je prévois un stream de 12 heures, ou long, avec une collecte de fonds pour l'Ukraine. Oui, bien sûr. Eh bien, juste une autre chose d'abord. Je veux dire, une réunion clé a eu lieu au Royaume-Uni samedi. Le vice-président, le ministre britannique des Affaires étrangères, des représentants européens pour l'Ukraine, une partie de notre équipe de sécurité nationale, certains au téléphone, ainsi que Rubio, Kellogg, Wittkov, etc., étaient présents. Ils ont élaboré une contre-proposition européenne et ukrainienne à l'offre de Poutine. Les discussions en Alaska devraient d'abord concerner uniquement un cessez-le-feu, pas les territoires. Si on obtient un cessez-le-feu, on pourra ensuite discuter de la fin de la guerre. Comment y parvenir? Quel est le cadre et les garanties de sécurité pour l'Ukraine? La délégation américaine y était favorable. Le président Trump a été informé par notre délégation américaine et le président finlandais. Les Européens en discuteront aussi avec le président mercredi. Notre stratégie est en préparation. Quant au sommet lui-même, d'où vient Poutine ici? Il en tire beaucoup de légitimité et de la rencontre avec le président, quel que soit le lieu. Il en profite car il est un paria international. Il a commis des crimes de guerre et a été isolé internationalement pour cette raison. Voyons voir. Nous ne connaissons pas les détails, mais avec la proposition européenne, une chose que nous savons, c'est que l'Europe veut un cessez-le-feu. Bien sûr, les États-Unis veulent aussi un cessez-le-feu, mais la Russie ne veut pas de cessez-le-feu. Ils veulent négocier pendant que les combats continuent. Et l'une des raisons, bien sûr, c'est que la Russie a fait une énorme avancée rien qu'hier. Nous allons en parler dans un instant. Nous l'avons vu pendant 6 mois sous le prétexte et la couverture des négociations. Retarder, retarder, retarder et faire traîner les choses. Le président est au courant de ce projet de loi et je ne pense pas qu'il va le tolérer. On le sait, c'est ce que Poutine lui fait subir, mais je pense qu'il va s'en aller, quitter le sommet, à moins qu'il n'y ait vraiment quelque chose de concret sur la table concernant un cessez-le-feu. Donc ce vendredi, nous avions le président azerbaïdjanais et le président arménien, qui sont en guerre à propos de cette région appelée Nagorno-Karabakh, qui fait partie de l'Arménie, mais qui se trouve à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. Donc c'est une situation très compliquée. La région a aussi, je crois, une population majoritairement arménienne. Eh bien, devine quoi? Un accord de paix vient d'être signé, négocié par le président Trump et les États-Unis. Dans cet accord de paix, un quota économique sera instauré jusque vers la mer Caspienne, si je me souviens bien. Je ne connais pas tous les détails, mais des entreprises américaines ont des droits exclusifs pour aider à construire. Bien sûr, tu sais, on serait payé pour ça. J'espère aussi que les économies des deux pays en bénéficieront largement. Mais la Russie n'apprécie pas cela, car cela concerne la région du Caucase. Laissez-moi vous montrer où se trouve l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est juste ici. La Russie est juste au-dessus. Pour les Russes, c'est leur sphère d'influence. Et les États-Unis ne devraient pas intervenir. Mais devinez quoi? La Russie tente de rétablir la paix dans cette région depuis 30 ans, depuis les années 1990. Ils n'ont jamais réussi. Les États-Unis sont intervenus et ont vite résolu le problème. Espérons une paix durable. Encore une fois, seul l'avenir nous le dira. Mais c'est certainement une bonne chose pour le monde. Une bonne chose pour les citoyens des pays concernés. Dans ces deux pays, citoyens et économies y ont beaucoup souffert. C'est donc positif. Mais pour une raison quelconque, la Russie ne se soucie pas de tout cela. La seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir si l'influence russe augmente ou diminue. Selon Dugin, un grand philosophe russe, il souhaite que la Russie domine toute l'Europe de l'Est.
La Russie domine le Caucase du Sud, la Chine le reste du monde. L'Inde contrôle une partie du monde et les États-Unis dominent l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. C'est le monde qu'ils pensent qui devrait exister, où les grandes puissances dominent simplement les petites nations. Et devine quoi? C'est un conseiller proche de Poutine, en qui Poutine croit beaucoup. Selon lui, l'accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie représente une défaite russe dans le Caucase du Sud. La signature de cet accord à Washington montre notre insignifiance et notre absence de contrôle, même dans l'espace post-soviétique, qui, dans ce cas, nous prendra au sérieux à un niveau supérieur. Cette douleur, cette insulte doit être perçue comme une gifle pour chacun de nous, pour chaque Russe. Pour lui, l'accord de paix en Azerbaïdjan a humilié la Russie. Nous avons perdu. Nous avons commis une erreur en confiant le travail avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan à des personnes absolument incompétentes. Il n'y a pas d'autre façon d'expliquer tout cela. Si nous ne voyons pas cela comme un échec ni ne ressentons cette douleur, nous cesserons d'être humains et une civilisation d'États souverains. Maintenant, nous avons des députés russes et tous ces gens qui, en gros, se retournent contre l'Azerbaïdjan et, entre guillemets, menacent de guerre à propos d'un accord de paix que l'Azerbaïdjan a signé avec l'Arménie. Ils menacent la guerre, juste parce que des entreprises américaines s'installent en Azerbaïdjan et dans ce corridor économique, ce qui est absurde. Il faut être peu intelligent pour s'opposer à lui. Il est imprudent de détériorer les relations avec un grand voisin comme la Russie. L'absence de produits azerbaïdjanais n'affectera pas la Russie, mais aura un fort impact en Azerbaïdjan. Impact significatif. Si les acteurs locaux impliqués dans des affaires douteuses rencontrent des difficultés, l'impact sera plus important. Le terme opération militaire spéciale est flexible. Flexible sur toute la frontière russe. C'est insensé, comme à la télévision de propagande russe. Ils reçoivent leurs arguments du Kremlin et n'aiment pas qu'Azerbaïdjan soit amical avec les États-Unis. Ils affirment que des bases de l'OTAN pourraient arriver en mer Caspienne. Ce qui est ironique, car plus on menace un voisin, plus il cherchera des alliances pour préserver la paix. Tous les pays voisins de la Russie constatent dans ses actions en Ukraine. Ils ont compris que sans l'OTAN, ils risquent d'être les prochains. En agissant ainsi, ils incitent ces pays à rejoindre l'OTAN à cause de la rhétorique russe, au lieu de les en dissuader. Pour la Russie, ils n'ont pas vu cette erreur. Yefim Ivanovitch, il faut comprendre que ce que... En même temps, nous devons comprendre qu'il faut bien saisir que ce qui se passe dans le Caucase du Sud est un problème très sérieux. Et la Caspienne pourrait bientôt se retrouver dans une situation où des bases de l'OTAN pourraient également y apparaître. Et cela est très dangereux. Ce scénario est très dangereux et pourrait avoir des conséquences géopolitiques. Compte tenu des positions géopolitiques, cela pourrait ne pas être la dernière opération militaire spéciale de notre génération. Par conséquent, toutes les mesures diplomatiques possibles doivent être employées pour faire comprendre à toutes les parties concernées que les intérêts de la Russie doivent être respectés afin de faire valoir les intérêts de la Russie auprès de ses participants. Très bien. Maintenant, nous avons cette Anne Applebaum qui explique quel type de monde Poutine envisage. Poutine ne veut pas seulement les ressources ukrainiennes. Il ne veut pas seulement l'Est ukrainien. Ce n'est pas la seule chose qu'il veut. Il veut s'assurer que l'Ukraine n'existe pas en tant que nation souveraine. Il souhaite influencer leur politique intérieure, étrangère et leur armée autant que possible. Et c'est le monde qu'il imagine, où la Russie domine tous ceux qui sont à sa frontière. Il renforce son armée. Il crée de nouveaux domaines où il exerce son pouvoir. Je veux dire, la puissance des campagnes d'influence menées par les Russes, dans lesquelles ils ont vraiment, vous savez, ils ont lancé l'idée d'une sorte de utilisation d'Internet pour influencer, détruire et diviser les voisins dans le monde entier. Je pense qu'il s'imagine qu'il aura un rôle important, surtout s'il parvient à conquérir l'Ukraine et à s'emparer des ressources de l'Ukraine. Il parle parfois, c'est un peu vague, mais il évoque le monde multipolaire dans lequel il souhaite vivre. Multipolaire est un mot qui ne veut pas vraiment dire grand-chose. Je veux dire, évidemment, un monde multipolaire où il y a plusieurs puissances, c'est ce que nous avons. Mais il veut dire autre chose. Il veut dire un monde dans lequel la force fait loi, où les pays puissants peuvent envahir les plus faibles et où les grands pays peuvent dominer les plus petits. Il voudrait vivre dans ce monde, pas celui régi par l'Organisation des Nations Unies et les États-Unis.
D'autres obstacles se dressent devant lui. Voilà ses objectifs, selon moi. Je veux dire personnels, vous savez, politiques, mais aussi mondiaux. Le sanctulat allemand qui parle de ce sommet à venir. Il n'était pas content que les Européens n'aient pas été invités. Mais vous savez, personnellement, beaucoup de gens se plaignent en disant « Oh, on ne peut pas parler de l'Ukraine sans l'Ukraine. Je ne fais pas partie de ce camp. » Bien sûr, j'espère que vous voyez qu'ici nous sommes très pro-ukrainiens. Mais encore une fois, nous parlons de la Russie sans la Russie. Je pense que le problème c'est qu'on ne devrait pas simplement sacrifier l'Ukraine quand on parle avec Poutine. Il est normal que Poutine refuse une première rencontre avec Zelensky là-bas. Au bout du compte, si nous voulons une solution diplomatique, il faut bien parler à Poutine pour pouvoir avancer. Mais j'espère que cela ne se passera pas comme cela en a l'air. J'espère que cela se passera beaucoup mieux pour l'Ukraine que ce que laissaient entendre les commentaires du président Trump hier. Ici, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Brood, a été un très bon homme politique selon moi. Il a fait beaucoup d'efforts pour s'assurer que le président Trump comprenne à quel point Poutine est dangereux, combien de fois Poutine est revenu sur sa parole, combien de fois Poutine a rompu les cessez-le-feu auxquels il avait pourtant consenti. Espérons qu'il pourra convaincre le président Trump une fois de plus, car je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas exactement quand. La réunion a peut-être lieu maintenant. Les dirigeants européens rencontrent Trump aujourd'hui. Le secrétaire général de l'OTAN sera sûrement présent. Et le but de cette réunion est essentiellement de s'assurer que Trump comprenne tous les problèmes que l'Europe a avec la Russie. Trump comprend l'histoire derrière le conflit et tout le reste, donc il arrive à cette réunion bien informé. Mais encore une fois, ça va être une réunion préoccupante, parce qu'au final, Poutine est un agent du KGB très expérimenté. Voyons ce qui va se passer là-bas. Quand vous parlez de reconnaissance légale versus de facto, est-ce que vous dites qu'en gros, le monde se prépare à permettre à la Russie de garder la Crimée, le Donbass, la partie orientale de l'Ukraine, mais ensuite simplement ne pas La légaliser. Donc, ce que je dis, c'est qu'au final, la question du fait que les Russes contrôlent actuellement, en réalité, une partie de l'Ukraine, doit être sur la table. Dès lors, seuls les Ukrainiens décideront ce qu'ils accepteront lors des discussions. Parce que cela ressemble à... Car cela correspond à ce que vous dites, qu'ils n'ont pas à retirer leurs troupes. Ils doivent agir, mais contrôlent actuellement une partie de l'Ukraine, comme vous l'avez dit. Et comme les Ukrainiens l'ont déjà dit, si une discussion sur un cessez-le-feu a lieu dès que possible, et espérons-le, des négociations sur un accord de paix, il y aura des débats sur la manière d'avancer à partir de la ligne de contact actuelle. Il est essentiel de préciser que la souveraineté et la situation géopolitique future de l'Ukraine ne seront pas compromises. L'Ukraine décide toujours elle-même de ce qu'elle veut faire concernant un accord de paix. Ici, nous avons le chancelier allemand, qui dit en gros « Eh, si le président Trump abandonne le territoire ukrainien lors de cette réunion avec Poutine, personne n'acceptera cela. » L'Ukraine n'est pas présente. Le président Trump n'a pas le pouvoir d'abandonner un territoire. Il a son mot à dire. Il peut faire pression sur l'Ukraine, mais il ne peut pas simplement céder un territoire. Des consultations intensives ont eu lieu récemment à tous les niveaux politiques et administratifs. Des consultations intenses ont eu lieu récemment à tous les niveaux politiques et administratifs. J'ai un nouvel appel avec le président Trump aujourd'hui. Nous nous préparons intensément avec le gouvernement américain pour cette réunion au niveau européen. Consultations politiques et administratives intenses. Nous espérons que le président Zelensky participera à cette réunion. Nous refusons que l'Europe et l'Ukraine décident des questions territoriales entre la Russie et l'Amérique. Je pense que le gouvernement américain voit cela, d'où les votes serrés. Pendant les consultations intenses. Et maintenant, nous avons le sénateur Graham, ce sénateur Graham complètement fou, qui est en fait sanctionné en Russie. Et Poutine, personnellement, ne l'aime pas, à cause des commentaires qu'il a faits. Des commentaires véridiques. Le sénateur Graham a publiquement souligné que Poutine a l'habitude de tuer l'opposition politique. La Russie n'est pas une démocratie. Pour une raison inconnue, cela agace Poutine. Voici son commentaire sur le déroulement du sommet pour la paix. Vous dites ici ce qui s'est passé sous la surveillance de Biden, mais les attaques de la Russie contre l'Ukraine n'ont fait qu'augmenter ces dernières semaines sous la surveillance du président Achant. Sénateur, permettez-moi de vous rappeler une déclaration de 2023 sur ces échanges de territoires que vous évoquez. Lors de votre visite en Ukraine, vous avez déclaré « On ne met pas fin à une guerre en cédant du territoire à l'agresseur ».
Si Poutine n'est pas arrêté ici, il continuera d'avancer. Et cela augmente les risques qu'il y ait une guerre entre la Russie et l'OTAN. Sénatrice, si la Russie est autorisée à annexer certaines de ces régions, cela ne reviendra-t-il pas à donner le feu vert à la Russie pour envahir d'autres pays? Ce qui empêchera une troisième guerre, c'est de faire les choses différemment de ce que nous avons fait en 2022, c'est de continuer à armer l'Ukraine afin que la Russie soit dissuadée par l'armée la plus redoutable du continent européen en ce moment, à savoir l'Ukraine. Des garanties de sécurité indiquant qu'une nouvelle entrée en Ukraine entraînera une lutte au-delà de l'Ukraine. Déployer des forces européennes comme ligne rouge et renforcer l'intégration économique. Pour moi, l'accord sur les minéraux entre nous et l'Ukraine a changé la relation avec les États-Unis et le président Trump défendra ses intérêts. Trump affirme qu'il ne s'agit pas d'abandon, mais d'échange. Les détails restent inconnus, on en saura peut-être plus vendredi. Je veux aussi vous montrer ce type, Kirill Dmitriev, qui serait l'héritier de Poutine. Si quelque chose arrive à Poutine, c'est probablement ce type qui prendra la relève. Et il a été très positif à propos du fait que l'Alaska faisait partie de la Russie. Le président Trump annonce un sommet avec Poutine en Alaska. Bonne tenue de la réunion là-bas. L'Alaska, d'origine russo-américaine orthodoxe, garde de fortes influences russes, ce qu'il rappelait. Puis, le sénateur Kevin Cramer du Dakota du Nord, si je me souviens bien, arrêtez de tuer. Rendez les enfants et territoires volés. Je préfère nuire à l'économie russe que d'y participer.